La sagesse du fonctionnaire. Hervé Boulanger. Les éditions du 81. Chapitre 2. Travail avec application et sans paillettes. Les obligations de discrétion et de secret professionnel contraignent les fonctionnaires à garder le silence sur les informations dont ils ont connaissance et sur les actions qu'ils accomplissent. Elles ne permettent pas aux fonctionnaires de claironner sur le réseau LinkedIn ou dans les magazines son rôle crucial dans la réalisation d'une action emblématique et brillante. Un fonctionnaire ne passe pas à la télé, sauf s'il en reçoit l'ordre. Il se distingue en cela de ses homologues, du secteur privé, pour lesquels le faire, le savoir et le savoir-faire sont certes reconnus, mais où le faire savoir est valorisé aussi. Une entreprise qui veut vendre doit faire savoir que les biens et services qu'elle commercialise sont exceptionnels. Un salarié qui veut évoluer en dehors de son entreprise doit faire savoir aux employeurs potentiels les prouesses qu'il a accomplies dans ses précédents postes. Ainsi, par exemple, j'aimerais bien vous raconter comment, au cours de ma carrière, j'ai réussi à influer sur le contenu d'une loi commerciale ayant eu des impacts positifs sur le pouvoir d'achat de millions de personnes, ainsi que la façon dont j'ai permis aux contribuables d'économiser près de 2 milliards d'euros. Eh bien non, justement, je ne vous le raconterai pas. Un tel étalage m'est interdit par le statut de la fonction publique et cela n'aurait aucun sens. Dans l'administration, vous ne faites rien seul. Vous devez être entouré par une hiérarchie et des collègues qui vous soutiennent. L'équipe prime, la décision est collégiale et le succès collectif. De plus, dans le Mikado administratif, vous ne pouvez pas bouger un bâtonnet sans faire bouger les autres. Tout, ou presque, est interministériel, interdirectionnel, intercommunal, interétablissement. Le loup solitaire ou le génie disruptif qui a tout compris avant tout le monde aura plutôt intérêt à se mettre à son compte que de rester dans les services publics. Les obligations de réserve et de neutralité interdisent par ailleurs aux fonctionnaires de faire état de leurs opinions et croyances politiques, philosophiques et religieuses. Ils ont la liberté d'opinion, mais pas la liberté d'expression. Dans les corps où celle-ci est la plus restreinte, par exemple dans la police, s'ils manifestent comme en 2016, ils portent une cagoule. Dans toutes les professions, un salarié ne peut pas critiquer publiquement son employeur. L'administration va plus loin dans ce domaine. À l'inverse des autres professions, les fonctionnaires ne peuvent pas déverser chaque jour sur Twitter, pour le meilleur et pour le pire, leurs réactions à chaud sur l'actualité. Ils ne doivent pas non plus émettre en public de critiques sur les actions conduites par l'administration ou les pouvoirs publics. Le fonctionnaire n'est pas un ectoplasme indifférent à tout et il a des convictions dans le secret de son foyer. Il n'en a plus lorsqu'il arrive au bureau, à la caserne ou à l'hôpital. Ceux qui enfreignent cette obligation, en critiquant sous leur vraie identité les choix stratégiques de leurs supérieurs, sont sévèrement sanctionnés et le juge se prononce sur ces affaires avec rigueur. Les cas d'expression publique dissidente, tolérés, sont rares. Il serait difficile aujourd'hui de revivre le cas illustre de Charles de Gaulle, simple colonel, ayant pu publier en 1934 un éloge d'une stratégie militaire offensive, alors que la politique du gouvernement et de l'état-major était alors entièrement tournée vers la défensive. Il est donc illicite de chercher à briller en tirant la couverture à soi sur un succès ou en affichant ses opinions tonitruantes. En outre, ce serait absurde, car le brio n'a rien à voir avec la réalité du travail administratif. Sa touchante grâce
se manifeste au contraire dans l'accomplissement rigoureux de tâches routinières ou anodines. Les grandes occasions de servir se présentent rarement, mais les petites sont quotidiennes. Dans ces tâches se cache le sommet de l'humilité administrative. Ne pas dédaigner les petits devoirs de sa profession et saisir les occasions qui se présentent chaque jour pour accomplir les actes ordinaires de façon extraordinaire est la marque du vrai professionnel qui apporte sa pierre à l'édification d'un monde meilleur. Il n'y a pas de place pour la magie chez le fonctionnaire modèle. Si on en croit Malcolm Gladwell dans son livre Outliers, il faut accomplir avec zèle de petites tâches, ternes et besogneuses, pendant au moins 10 000 heures pour produire du sublime. Éplucher consciencieusement les déclarations d'impôts et les demandes de subventions, taper des procès-verbaux, soigner des plaies, préparer un cours, sont des tâches obscures, sans gloire. Tel est le lot des fonctionnaires tout au long des jours. Telles sont la dignité et la beauté du métier. La plupart le font avec l'exigence et l'enthousiasme de l'artisan fier du travail bien fait. Si le chevalier administratif devait choisir un animal pour le blason de son emblème, il s'orienterait vers la besogneuse fourmi ou l'inlassable castor, plutôt que vers le lion ou l'aigle qui agissent en un éclair puis se rendorment pour la journée. Cette conception du travail m'était largement étrangère en arrivant dans l'administration. La joie du travail bien fait parvenait rarement chez moi à surmonter le regret de réaliser des tâches austères dans l'ombre. Une des croyances que j'ai eu le plus de mal à expulser de mon esprit est qu'un professionnel admirable est celui qui fait des coups. Coups d'éclat, coups de théâtre ou coups de génie. Il se prépare avec soin, comme on répète une représentation, et quand il est prêt, le rideau se lève. Il apparaît en pleine lumière. Il montre sa production sous les yeux stupéfiés des spectateurs. Tout le monde l'applaudit. Qu'il écrive un document, qu'il monte un projet ou qu'il prépare un événement, l'objectif est d'époustoufler en frappant soudainement. Ainsi, lorsque je suis rentré dans l'administration, je croyais que j'y serais comme un trapéziste au centre d'un cirque devant des foules admirant mes voltiges. Je me suis retrouvé dans une abbaye trappiste à calligraphier des enluminures sans que personne ne me voie. Je rêvais d'être Achille et il me fallait être Pénélope. Il m'arrive encore de râler intérieurement. Que fais-je ici à relire les fautes d'orthographe d'un texte ou à vérifier la cohérence des chiffres dans une comptabilité, alors que, bien évidemment, mon immense talent trouverait mieux à s'occuper à des missions plus nobles. Je suis fait pour donner des orientations stratégiques, prendre la parole dans un zénith, marcher vers le pupitre sous un tonnerre d'applaudissements, tracer l'avenir de l'humanité sous les caméras de CNN. Émile Cioran se plaignait d'avoir connu toutes les formes de déchéance, y compris le succès. J'ai heureusement évité cette catastrophe en restant anonyme. La Cour des comptes, où j'ai accompli la majorité de ma carrière, m'a beaucoup aidé à comprendre la grande école d'humilité qu'est l'administration et la joie qu'elle procure. Notre métier est connu pour garantir l'état de droit et l'efficacité des services publics. Je suis très fier de travailler dans cette institution dont l'utilité sociale des missions ne fait aucun doute. Nous agissons contre les abus, contre les inefficacités dans l'utilisation des biens communs qui doivent être protégés au bénéfice de tous, en particulier des plus pauvres.
nous accomplissons quelques autres missions moins connues, notamment la certification des comptes de l'État et des organismes de sécurité sociale. C'est dans cette branche comptable que j'ai été amené à me spécialiser pendant quelques années. Bien qu'essentiel pour le pays, ce domaine se présente sous une austérité apparente qui fait aussitôt bâiller votre interlocuteur dès que vous cherchez à l'intéresser à ces enjeux. Jusqu'en 2006, l'État et la sécurité sociale ne disposaient que d'une comptabilité de trésorerie. Ils connaissaient bien leurs recettes et leurs dépenses, mais ignoraient largement leurs actifs, c'est-à-dire la valeur de leur patrimoine. Ils prenaient donc en charge notre sécurité, nos prestations familiales, de retraite et de santé, nos prélèvements obligatoires, notre éducation, mais pas ce qu'ils possédaient comme terrain, immeubles, matériel. La loi organique sur les finances publiques de 2001 ordonna donc la réalisation d'un bilan et d'un compte de résultats annuels pour une meilleure transparence de nos finances publiques. Cette comptabilisation est une tâche considérable quand la dépense publique représente 56,5% du PIB. La partie la plus lourde de cette mission relève de l'administration fiscale. La certification par la Cour des comptes consiste ensuite à vérifier que cette information financière ne contient pas d'anomalies significatives. Pour ce faire, elle audite les procédures, les systèmes d'information et les risques en réalisant des contrôles documentaires et des tests par sondage. En lisant cette description, vous comprenez que l'on tient là une belle illustration de ce que je mentionnais précédemment. Ces travaux discrets et de longue haleine que l'on aime davantage pour leurs défis techniques et la satisfaction du devoir accompli que parce qu'ils permettent de briller dans les dîners en ville. Pendant les 10 ans où j'ai travaillé dans ce domaine, j'ai souvent pensé à cette fameuse histoire attribuée à Charles Péguy des 3 casseurs de pierre que croise un marcheur sur la route de Chartres. Le premier, aigri et fatigué, lui déclare qu'il casse bêtement des cailloux parce qu'il n'a pas trouvé un travail plus intéressant. Le deuxième, souriant, lui dit qu'il travaille pour nourrir sa famille. Et le troisième, rayonnant et enthousiaste, affirme qu'il construit une cathédrale. J'avoue avoir cheminé en comptabilité publique selon le même itinéraire. J'ai d'abord cru que j'avais été oublié sur une étagère. Peu à peu, j'ai été gagné par le goût de résoudre les obstacles qui entravent encore la fiabilité des comptes publics. Finalement, je me suis enflammé pour cette belle entreprise qui ferait de la France le pays le plus avancé du monde dans ce domaine. Ce parcours n'a pas transformé que ma pratique professionnelle. J'y ai appris à préférer ce qui sert à ce qui se voit.